Faites-vous tourner ou grossir votre boîte? Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans ce podcast, nous allons nous attarder sur un élément essentiel pour tous ceux qui rêvent d'une progression de carrière rapide. Si je vous pose donc la question « Faites-vous tourner ou grossir votre boîte ?» et que vous y répondez sincèrement et honnêtement, alors vous aurez l'indication de la tendance sur laquelle votre carrière professionnelle est engagée. Alors, sans surprise, si vous me dites « je fais ni tourner ma boîte, ni grossir ma boîte », alors là, vous n'êtes vraiment pas dans une bonne situation. Ça veut dire que vous n'êtes pas un employé intéressant pour votre entreprise. Car si vous ne faites pas tourner votre boîte, ça veut dire que dans votre job quotidien, vous n'êtes pas très utile. Et si en même temps, vous ne faites pas grossir votre boîte, c'est-à-dire que vous lui apportez des opportunités d'affaires, par exemple, ou toute autre chose qui amène de la croissance dans votre entreprise, alors vous n'êtes qu'une charge financière pour votre entreprise. Et maintenant, attardons-nous à ceux d'entre vous qui spontanément auraient répondu « Moi, je fais tourner mon entreprise. Je suis un maillon essentiel au bon fonctionnement de mon entreprise, au bon fonctionnement des process, voire même peut-être que vous vous dites « Sans moi, rien ne pourrait tourner. Je suis irremplaçable. » Enfin, c'est ce que vous croyez. Ou plus modestement, vous vous dites que si vous partiez, votre entreprise aurait du mal à vous remplacer et il y aurait une période d'incertitude, de flou dans votre entreprise et peut-être de moins bonne performance du fait de votre départ en attendant de reformer quelqu'un et d'avoir à nouveau quelqu'un de performant sur votre poste. Tout ça, c'est très intéressant et la plupart des employés, des salariés sont dans cette catégorie. Ce sont de bons éléments qui font bien tourner leur boîte. Et du coup, ce sont majoritairement eux, lors des entretiens annuels, voire à chaque fois qu'ils se retrouvent en tête-à-tête avec leur manager, qui vont demander des augmentations de salaire, un upgrade de leur poste ou toute autre promotion en interne. Si vous êtes dans cette situation, il faut bien vous dire que si vous faites bien tourner votre boîte, finalement, vous respectez le contrat que vous avez à votre employeur, c'est-à-dire qu'il vous paye et vous fournissez un travail tel qu'il est défini dans votre fiche de poste. Et dans votre fiche de poste, on attend de vous de faire tourner la boîte selon des process établis. Si vous avez des grades plutôt de manager, agent de maîtrise et cadre certainement, alors on vous demande de faire évoluer les process, voire de créer des process pour que votre entreprise tourne bien. Mais au final, quand vous faites tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire finalement. Vous faites bien votre travail. Voire même, vous faites très bien votre travail. Vous faites un excellent travail. Mais est-ce que ça vous qualifie pour autant pour avoir des augmentations de salaire ou pour décrocher des promotions en interne? Eh bien, pas du tout. Et c'est bien là la cause de frustration de la plupart des employés qui pensent parce qu'ils font bien leur travail qu'ils devraient avoir des récompenses autres que celles prévues par leur contrat de travail. Alors, dans certaines entreprises, il y a des systèmes de primes qui sont justement là pour reconnaître quand du bon travail est fait, aussi pour corriger certains écarts qu'il peut y avoir entre des salariés qui vont être au même niveau de salaire, mais quand il y en a un qui va faire mieux son travail que l'autre, mais quand on fait juste bien son travail, ou juste très bien son travail, ou juste de manière excellente son travail, on ne fait que remplir son contrat avec son employeur. Et le contrat avec votre employeur dit qu'en échange de ce travail effectué, vous avez une rémunération qui est définie à l'avance. Le problème dans beaucoup d'organisations, c'est que l'on fasse bien son travail ou qu'on ne fasse pas bien son travail, à court terme, c'est le même salaire parce que quelqu'un qui fait pas bien son travail va pas forcément quitter l'entreprise parce que c'est compliqué de licencier, surtout dans les pays développés avec des règles sociales très protectrices pour l'employé. Et ça génère beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume à ceux qui font bien leur travail et qui voient que leur collègue assis à côté d'eux, qui a le même poste, le même salaire si ce n'est plus, lui il s'investit pas trop. Alors oui, c'est injuste, mais il faut savoir que à moyen terme ou à long terme, dès que l'entreprise va se retrouver dans une situation difficile, vous, en travaillant bien, comme vous avez respecté vos contrats de travail, normalement, vous ne devriez pas être dans les premiers à quitter l'entreprise en cas de problème. Je sais que ça ne se passe pas toujours comme ça, malheureusement, mais en tout cas, on peut dire qu'en
faisant bien votre travail, vous maximisez vos chances de rester dans votre entreprise en cas de problème économique. Mais moi, les gens qui font pas bien leur travail, ça, il faut les ignorer. C'est frustrant parce qu'ils ont le même salaire, voire plus. Mais il faut vraiment pas se concentrer sur eux. C'est de la perte de temps, perte d'énergie, perte d'attention. Et de penser à eux vous tire vers le bas. Vous, ce que vous devez viser, surtout si vous souhaitez avoir des promotions, gagner plus d'argent et de temps en temps avoir des primes exceptionnelles, vous devez compter parmi ceux qui font grossir votre entreprise. C'est-à-dire que vous devez passer au niveau supérieur de celui qui fait juste bien son travail. Et c'est là qu'arrive la confusion pour de nombreux salariés, parce qu'ils considèrent que l'étape au-dessus pour avoir une promotion ou avoir des augmentations de salaire, c'est de faire ce que les anglo-saxons appellent l'extra mile, c'est-à-dire le kilomètre supplémentaire, qui consiste à rester plus longtemps au bureau, aller au-delà des attentes de votre manager, faire toujours un peu plus de ce qu'on vous demande. Bref, d'être vraiment un employé, un salarié modèle. Alors ça, c'est une très bonne attitude à avoir. Mais l'élément qui manque à la plupart de ces salariés et employés, et peut-être que vous reconnaissez dans cette typologie d'employés, l'élément, c'est la valeur. Car en définitive, de faire l'extra mile, le kilomètre supplémentaire, de toujours faire plus en quantité, en temps passé, n'a en fait que peu d'intérêt pour votre entreprise et votre direction si cela ne se transforme pas en valeur quantifiable. Et dans le monde de l'entreprise, la mesure, c'est l'argent. Si vous restez tous les soirs longtemps au travail, un peu pour faire plaisir à votre chef, pour montrer que vous êtes là, mais de ce temps supplémentaire, vous n'en extrayez aucune valeur au service de l'entreprise, eh ben, ça va parfois un peu vous aider pour avoir des promotions, mais c'est pas du tout optimal. Ce n'est pas suffisant. Et c'est là le piège dans lequel beaucoup de salariés ambitieux tombent, c'est que pour faire progresser leur carrière professionnelle, ils délivrent en quantité sans s'interroger sur la valeur de ce qu'ils produisent. Je vais donner quelques exemples concrets. Si vous travaillez dans un service où il y a une dizaine de personnes avec des tâches de management ou on va dire plutôt administratives, vous avez identifié un certain nombre de tâches répétitives et avez passé un petit peu de temps pour créer un fichier Excel avec des formules, peut-être des macros, pour optimiser et réduire les tâches administratives, pas seulement pour votre poste, mais également pour tous vos collègues. Donc, grâce à vous, il y a une dizaine de personnes qui va être un peu plus efficace dans son travail. Ça va permettre de libérer du temps pour faire d'autres tâches qui n'étaient pas faites avant ou faire mieux d'autres tâches. Et tout le monde est content, vos collègues sont ravis, votre manager est ravi, la direction est en fait pas trop au courant de ce que c'est puisque finalement c'est des choses assez administratives, donc ils ne sont pas forcément au courant parce que ça n'a pas trop d'impact sur eux. Éventuellement, ils sont un petit peu au courant de ce qui a été fait, mais ils s'y intéressent pas plus que ça. Et là, alors ça, ce sont des choses très bien à faire, et je vous encourage à faire ce type d'optimisation si vous en avez des compétences. Le souci, c'est qu'en termes de valeur, elle n'est pas assez importante pour votre direction, pour qu'elle sente concrètement à la fin du mois, grâce à votre action, qu'elle a 5, 10, 15% de chiffre d'affaires en plus, ou des coûts en moins. Parce que votre petite optimisation, elle était très intéressante, mais au final, il y avait déjà à la base une équipe de 10 personnes qui était peut-être trop importante pour la charge de travail, et donc il y avait déjà beaucoup de temps où ils ne savaient pas trop quoi faire parce qu'il n'y avait pas assez de travail. Donc là, avec l'optimisation, ils ont encore plus de temps à ne rien faire. Ou alors, à l'opposé, l'équipe était déjà surbookée avec plein de travail à faire. Oui, l'optimisation leur a permis de gagner du temps, mais au final, il y a toujours une équipe de 10 personnes qui est surchargée de travail. Donc, si ce que vous avez fait est forcément positif et c'est bien vu par votre management et peut-être par votre direction, c'est insuffisant pour vous permettre d'être crédible, à occuper le poste d'après, d'avoir une promotion, car la valeur n'est pas assez forte. Finalement, vous n'avez fait qu'améliorer les choses pour bien faire tourner la boîte,
mais vous ne lui avez pas permis de faire grossir la boîte. Autre exemple, vous avez constaté que les emails marketing qui sont envoyés à tous vos clients ne sont pas très bien conçus et vous suggérez de faire quelques petites modifications afin d'augmenter le taux de clic des clients quand ils reçoivent l'email. Grâce à vos actions, vous constatez une augmentation du taux de clic de 10% et une augmentation des achats grâce à cette nouvelle manière de concevoir les emails de l'ordre d'1,5% de vente en plus pour une catégorie de produits particulière. Et bien là, votre direction va fortement s'intéresser à ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir clairement dire, voilà, avant les taux de clic, les taux de vente sur envoi d'email, et voilà maintenant ce que c'est, telle augmentation, telle valeur, tel chiffre d'affaires en plus. Vous avez non seulement apporté de la valeur, mais en plus, grâce à vous, vous faites grossir votre boîte, vous faites grossir le chiffre d'affaires de votre entreprise. Et là, quand vous faites ce genre de choses, si en plus vous savez bien communiquer dessus, vous faites les choses intelligemment, notamment vis-à-vis de votre chef, et que vous appliquez tout ce que j'explique, par exemple, dans la formation Carrière Booster, surtout sur les parties consacrées aux soft skills, aux compétences agiles, eh bien ça vous propulse en pole position pour avoir une promotion en interne dès que l'opportunité se présente, voire même votre direction pourrait envisager de créer un poste spécialement pour vous avec une augmentation de salaire à la clé. La différence entre les deux exemples que j'ai cités, c'est vraiment qu'il y en a un qui donne beaucoup de valeur et l'autre une valeur qui n'est pas réellement mesurable. Il y en a un qui fait bien tourner la boîte et l'autre qui fait grossir la boîte. En fait, tout ce que vous faites, ça a une valeur pour l'entreprise. Le souci, c'est que parfois, ça a de la valeur, mais elle n'est pas quantifiable. C'est difficile de la quantifier, de la mesurer. Vous êtes persuadé que ça a de la valeur, et ça en a certainement, mais cette valeur n'est pas dans la top priorité du management et surtout, vous n'êtes pas capable de communiquer dessus parce que vous n'avez pas de chiffres, vous n'avez pas d'évidence, vous n'avez pas de preuve que ce que vous avez fait, c'est un lien clair avec l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise. En termes de valeur perçue par le management, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une action qui a pour conséquence de limiter un risque, eh bien, même si ce type d'action est extrêmement importante pour l'entreprise, la valeur perçue par votre management va être assez faible. De même, si les actions que vous entreprenez de manière proactive consistent à régler un problème, eh bien, là encore, la valeur perçue par le management, dans la plupart des cas, va être plutôt faible. Les actions qui entraînent des baisses importantes de coûts sont déjà beaucoup plus considérées par la direction, parce que la valeur est vraiment quantifiable et perceptible en monnaie. Mais attention tout de même, parce que si vous avez été pendant 5 ans responsable d'un service, au bout de la 5e année, vous trouvez une optimisation de coûts qui permet de gagner, on va dire, des dizaines de milliers d'euros par mois ou par an, votre direction pourrait se dire, attends, ça fait 5 ans qu'il avait cette opportunité sous les yeux, et c'est maintenant qu'il nous le dit. Donc attention, soit l'opportunité de baisse des coûts, c'est grâce à une opportunité nouvelle qu'il y a sur le marché, par exemple une nouvelle solution technologique ou une nouvelle manière de faire de l'industrie, ou alors vous venez de prendre votre poste il n'y a pas longtemps, ou vous avez l'occasion enfin de renégocier un contrat et vous faites des économies, et là c'est intéressant. Mais là encore, faire des économies, ce n'est pas faire grossir l'entreprise. La seule manière infinie de faire grossir une entreprise, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. On ne peut pas faire grossir une entreprise, ou en tout cas améliorer sa rentabilité uniquement par une baisse des coûts, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à zéro. On ne peut pas avoir des coûts zéro. Donc la limite à la baisse de coûts et donc la valeur qui est associée est moyenne, on va dire, alors que l'augmentation du chiffre d'affaires, théoriquement, c'est infini. Donc, c'est plutôt là-dessus que je vous incite à vous focaliser. Mais le souci avec ça, c'est que en fonction de votre poste, de votre rôle dans l'organisation, vous n'aurez pas la même facilité à trouver des choses
qui relèvent de votre champ de compétences et qui permettent de faire grossir votre entreprise. C'est pour ça que si vous êtes à la comptabilité, vous pouvez, grâce à vos connaissances, optimiser un certain nombre de choses sur les comptes qui permet au final peut-être de payer moins de taxes ou de mieux présenter le bilan comptable, mais ça c'est équivalent à économiser sur les coûts. Alors que vos collègues qui sont dans la pièce d'à côté, qui sont plutôt orientés finance, eux vont travailler sur des projets d'acquisition externe, sur des prêts avec des banques, bref, des choses qui ont un potentiel de croissance infini, ce qui n'est pas le cas de l'optimisation fiscale ou comptable. Donc, à un moment de votre cursus universitaire, par exemple, si vous êtes toujours aux études, si vous êtes ambitieux et que vous avez le choix entre vous spécialiser dans des choses comptables ou fiscales ou bien de la finance, eh bien, allez vers la finance. C'est un peu la même chose sur l'ingénierie et le commerce. Les commerciaux, même si, et je me considère que j'en fais partie, ont un QI qui est largement inférieur aux gens de l'ingénierie, aux ingénieurs, et bien, ce sont ceux qui vont être exposés aux plus grandes opportunités de faire croître le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à un ingénieur qui va être sur de l'opérationnel, sur de la production, où il ne va faire que faire tourner l'entreprise, faire tourner les processus de production, parfois les optimiser, mais il doit composer avec des contraintes structurelles physiques et il ne jouera pas à armes égales avec le commercial qui ramène des contrats. Mais dans l'ingénierie, il y a deux champs importants qui sont l'opérationnel, c'est-à-dire faire tourner un processus de production, et la recherche. Donc si vous êtes ingénieur, vous avez en fait deux solutions si vous êtes ambitieux et si vous voulez une carrière professionnelle avec une forte évolution. Soit vous vous convertissez en ingénieur technico-commercial, soit vous vous orientez vers le monde de la recherche. Et si vous êtes bon, si vous choisissez les bonnes technologies, les bons champs d'expertise, vous allez travailler sur des sujets qui intéressent vraiment votre direction générale. Vous participerez à l'élaboration de nouveaux produits innovants qui participeront à la croissance de votre entreprise. Donc, même avec un job d'ingénierie, vous allez faire grossir votre boîte. Donc, si vous voulez des belles perspectives de progression de carrière, il faut assez tôt réfléchir à si votre spécialité est compatible avec des missions de croissance de l'entreprise ou bien si vous êtes sur des fonctions purement support, voire opérationnelles. Si vous travaillez pour les ressources humaines ou si vous êtes responsable qualité, responsable des services techniques, vous allez être moins exposé à des situations où vous allez pouvoir faire grossir votre entreprise. Après, il y a des choses comme la logistique, par exemple. Alors là, pendant longtemps, ça a été des fonctions support de l'entreprise, mais dans certains cas, et on le voit en ce moment, la logistique est très liée à l'expérience client. Et donc, beaucoup d'avantages concurrentiels se jouent aujourd'hui au niveau de la logistique avec les livraisons rapides. Donc, il y a certains postes dans des fonctions logistiques qui peuvent participer à la croissance de l'entreprise. Ensuite, si vous êtes déjà dans une spécialité qui, a priori, n'est pas très exposée à faire de la croissance en entreprise, alors vous devriez songer à intégrer de très grosses entreprises où votre spécialité, il n'y a pas qu'une seule personne comme dans une PME, mais il y a des équipes entières avec de nombreux échelons hiérarchiques. Et donc, vous aurez des opportunités d'évolution interne. Mais là encore, même si vous êtes sur des fonctions de support, vous devriez naviguer en interne pour travailler sur les dossiers qui sont liés à faire grossir votre boîte et non à faire tourner votre boîte. Donc, par exemple, si vous êtes aux ressources humaines, si vous travaillez sur des sujets comme s'assurer d'être conforme aux règles de sécurité, etc., vous êtes sur des missions qui ne font que faire tourner votre boîte, puisque vous travaillez sur des sujets de limitation des risques qui, honnêtement, n'intéressent pas grand monde. Si vous réglez des problèmes avec des employés ou des ex-employés qui posent problème, en limitant leur niveau d'indemnité ou bien en trouvant les failles pour les licencier. Là encore, vous ne faites que tourner votre boîte en solutionnant les problèmes des managers, mais vous ne faites pas
partie de projets qui font grossir votre boîte. En revanche, si toujours en travaillant en ressources humaines, vous travaillez sur le recrutement du personnel pour la nouvelle plateforme logistique ou bien pour le futur centre de recherche ou sur tout projet de développement qui tient beaucoup à cœur à votre direction générale, alors vous travaillez sur des sujets sur lesquels vous allez être visible et même avec une fonction de support, vous allez travailler sur des sujets qui font grossir votre boîte et donc vous allez avoir davantage de probabilités d'avoir des évolutions internes en travaillant sur ce type de dossier. Donc pour terminer ce podcast, réfléchissez maintenant à la question, faites-vous donc tourner ou grossir votre boîte? Et si la réponse à cette question, je ne fais que faire tourner ma boîte, réfléchissez à comment vous pourriez vous positionner en interne pour compter parmi ceux qui font grossir votre entreprise. Et si vous avez du mal à poursuivre cette réflexion seul, je vous rappelle que j'ai une formation en ligne qui s'appelle Carrière Booster, avec plus de 5 heures de contenu vidéo avec des PowerPoint expliqués et des exercices à mettre en place sur son lieu de travail pour justement faire partie de ceux qui font grossir la boîte. Alors dans la formation, j'explique comment développer le mindset du leader à succès qui réussit sa carrière professionnelle, comment adopter l'état d'esprit bien spécifique que s'arrache recruteur et direction générale, comment vous débarrasser une bonne fois pour toutes de tous les schémas de pensée qui vous disqualifient pour monter en grade, comment appliquer l'amélioration continue à vous en tant qu'individu et enfin grandir en tant que manager, comment reconnaître les actions qui ont une valeur énorme aux yeux de la direction, c'est exactement ce dont je viens de parler et on va beaucoup plus loin dans la formation. Comment rester focalisé sur ce qui importe vraiment pour votre avancement professionnel. Comment devenir un salarié hyper efficace, sans stress et sans passer 10 heures par jour au bureau. Comment faire avancer et finaliser n'importe quel dossier ou projet. Comment rayonner d'une influence considérable et devenir le collaborateur incontournable pour les sujets importants. Comment avoir confiance en vous et enfin être à l'aise dans n'importe quelle situation professionnelle. Comment gagner la confiance de votre hiérarchie, être reconnu, respecté, considéré et surtout écouté. Comment réussir toutes vos communications en y introduisant l'élément décisif que même les grands professionnels de la communication oublient la plupart du temps de placer. Comment transformer toutes les situations tendues avec vos collègues et managers en expériences positives, réussies et qui vont dans le sens de vos objectifs, notamment faire grossir la boîte. Comment devenir enfin visible dans votre organisation, surtout aux yeux de votre direction, en développant avec chaque individu une relation humaine en développant avec chaque individu une relation humaine sur 5 axes. Alors ça, c'est extrêmement important comme technique. Ensuite, pourquoi il ne faut pas planifier votre carrière professionnelle, mais plutôt l'aborder de manière flexible et stratégique. Comment comprendre quelles sont les compétences soft et hard que vous devez développer en priorité pour progresser vite sur le plan professionnel. Comment démultiplier vos possibilités d'avancement de carrière en déployant un radar détecteur d'opportunités. Et enfin, comment vous pouvez identifier sans vous tromper les accélérateurs de carrière et vous positionner dessus sans hésitation. Tout ça, c'est dans la formation Carrière Booster. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast, en fonction de la plateforme que vous utilisez, qui devrait vous amener sur la page de présentation de la formation Carrière Booster. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller sur mon site internet waterfallrevenue.com et aller dans l'onglet Formation. Ou encore, vous tapez dans Google Formation Carrière Booster et le premier lien devrait être mon site. C'est un investissement conséquent en temps, notamment pour suivre cette formation. Donc, si vous avez la moindre question avant de la commencer, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Mon email, c'est info-contact@waterfallrevenue.com et je répondrai personnellement avec plaisir à toutes vos questions. Voilà donc pour aujourd'hui. C'était Alex de Waterfall Revenue. Je vous dis à vendredi prochain, midi, heure de Paris, pour le prochain épisode du podcast. Ciao, ciao.